Notre invité politique ce matin est Olivier Marleix. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, vous êtes vous-même élu d'Eure-et-Loir. Alors justement, c'est un territoire où il y a des agriculteurs. Les agriculteurs sont mobilisés partout dans le pays. Première question, est-ce que vous avez des retours directs? Est-ce que vous allez les voir là, vous? Malheureusement, aujourd'hui, je suis à l'Assemblée, mais oui, j'ai des retours directs. On vit effectivement au milieu des agriculteurs dans mon département et on comprend parfaitement leur colère depuis 10 ans. On voit les PAC successives les amener à produire toujours moins. On a des bandes enherbées le long des cours d'eau. Il faut respecter, il faut mettre des haies, il faut plus cultiver autour. La nouvelle PAC, c'est 4% de jachère en plus. Voilà, on produit toujours moins, on a toujours plus de contraintes. On a des cours en ce moment qui sont assez bas sur différentes productions. Sur le blé, chez moi, on est à 216 € alors qu'on était à 400 € la tonne l'année dernière. Voilà, tous les éléments de la crise. La situation, elle ne date pas d'il y a 10 ans. D'autres gouvernements de droite ont contribué aussi à la complexification, à la difficulté des paysans. Ça s'est singulièrement aggravé depuis 10 ans, soyons très clairs, à travers les dernières PAC notamment, à travers des projets actuels. Et alors, c'est pas qu'un sujet européen, c'est aussi un sujet national. On a en ce moment, par exemple, dans le cadre de la PAC, à partir de 2024, va s'appliquer quelque chose de nouveau, qui est les bonnes conditions agricoles et environnementales, sur la définition normalement des tourbières. Bien, la France va avoir aujourd'hui une proposition qui est beaucoup plus large, beaucoup plus extensive, qui fait que ce serait 29% de la surface agricole qui pourrait être concernée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, M. Marleix? Selon vous, c'est quoi l'urgence? Ils sont reçus par le gouvernement. Gabriel Attal a promis d'aller voir les agriculteurs sur le terrain. Il faut faire quoi? L'urgence, il y a eu un détonateur qui a été cette question du GNR, la taxe sur le carburant. Taxe sur le carburant, avec un avantage fiscal qui est rogné. C'est pas sans conséquence. Le GNR, il était à 0,7 € le litre avant la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il est à 1,24. Malgré la détaxe, il est encore à 1,08. Donc c'est plus 1 € du litre. C'est juste inacceptable. Donc il faut évidemment ça, c'est la première mesure selon vous, sur cette mesure qui a déclenché la colère, qui est totalement à contretemps de ce que vivent les agriculteurs. Ensuite, il faut un moratoire sur les normes, c'est ce que demandent les agriculteurs. Et puis une vraie politique par filière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois leur interdire des choses et ne jamais accompagner réellement la transition. Moi, ce que je voudrais aussi remarquer quand même, c'est que ce gouvernement a l'art de ne jamais voir les crises arriver. Il ne voit jamais les crises arriver. Il n'a pas vu la crise des Gilets jaunes, il n'a pas vu la crise de l'électricité l'année dernière. On a réagi 9 mois après les Espagnols et les Portugais. C'est une nouvelle crise de l'ordre des Gilets jaunes, selon vous, ce qui est en train de se passer dans le pays, avec les pêcheurs qui rejoignent le mouvement, les taxis? C'est une crise différente, une crise spontanée. Cette crise, elle a commencé... La FNSEA a lancé une opération de manière très calme il y a quelques semaines, il y a 3 semaines, en retournant les pancartes dans les entrées de village. Le gouvernement n'a rien vu, n'a rien compris. Parce que M. Macron, à ce moment-là, était occupé à composer son nouveau gouvernement, à nommer Mme Rachida Dati. Évidemment, moi, tous les maires agriculteurs de ma circonscription sont venus me parler, on voyait ce qu'ils faisaient. Mais on a un gouvernement qui vit à côté de la plaque, systématiquement, et qui ne voit jamais les crises arriver. Vous venez de citer son nom, Rachida Dati, vous en êtes où de vos liens avec elle? Alors, vous avez proposé de lui envoyer un huissier pour lui signifier son exclusion des LR alors qu'elle demandait une OQTF. Elle s'en est pris personnellement à vous dans l'Assemblée en disant qu'elle venait de nulle part, faisant allusion à votre père et à son passé politique. Vous vous rendez compte, vous voyez à quel point tout ça est loin de ce qui préoccupe les Français. Oui, c'est vous qui l'avez mentionné. Non, mais je l'ai mentionné pour dénoncer ce que fait le président de la République. C'est-à-dire que le président de la République se préoccupe de la composition de son gouvernement, de sa com, d'aller faire des débauchages, etc. Il ferait mieux de s'occuper des Français. Voilà tout ce que je dis. Oui, mais sauf que ça traduit quand même quelque chose de votre famille politique, qui petit à petit se vide de sa substance. On pensait que ce n'était plus possible et ça continue. Je ne pense pas que la substance de ma famille politique, la substance de la droite française, ce soit Mme Dati. Voilà, dont acte. Alors, est-ce que la substance sans aucun intérêt, de votre famille politique, c'est M. Bellamy? Alors, dernier sondage, IFOP pour le Nouvel Économiste, hier soir. La liste des Républicains, elle est derrière le RN, très loin derrière, qui est en tête, on voit les chiffres. Derrière la liste présidentielle, si c'était M. Véran, ce n'est toujours pas officiel. Derrière la gauche, derrière Reconquête. Il n'y a pas de souffle. Vous trouvez le plus mauvais sondage qu'on a eu, effectivement. Oui, mais le meilleur, vous ne mettez pas. Il y en aura des meilleurs. François-Xavier est rentré en campagne cette semaine. Il sera à midi, je crois, sur une exploitation agricole. Voilà, laissez-le démarrer sa campagne. Quand Marion Maréchal dit sa place naturelle, c'est avec nous.
C'est un bel hommage qu'elle rend à François-Xavier Bellamy. C'est un hommage d'être salué par Marion Maréchal. J'observe que les Républicains sont vraiment au centre du jeu, que tout le monde nous veut. M. Macron nous veut, M. Bardella nous veut, M. Bellamy nous veut, c'est que finalement on ne doit pas être totalement inintéressant. Est-ce que c'est satisfaisant, Monsieur Marleix, d'avoir entre 6 et 9 points pour les meilleurs sondages pour un parti de gouvernement tel que les Républicains? Il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de reconnaître qu'on revient de loin après l'élection présidentielle. Voilà, c'est le début d'une opération pour retrouver la confiance des Français, de reconstruire un projet. On a un président de la République qui met beaucoup d'énergie, effectivement, à essayer de nous détruire. Je pense qu'il ferait mieux de s'occuper des Français, de s'occuper des crises. On aurait pu parler de la crise de l'électricité aussi, quand vous avez encore des factures qui vont augmenter de 10%. C'est totalement irresponsable. Mais quand vous voyez que cette crise de l'électricité, la crise des agriculteurs, qui en profite, c'est le Rassemblement national. 31 points, là, selon l'étude que l'on vient de donner dans les tout est fait pour, parce que le président de la République lui-même ne cesse d'organiser un face-à-face avec le Rassemblement national. C'était la seule façon qu'il avait d'être réélu, c'était d'être au second tour face à Mme Le Pen, avec cette assurance que Mme Le Pen perdrait. Et elle a tenu sa promesse. Et vous n'avez aucune responsabilité dans ce qui se passe dans votre famille politique ? C'est un calcul. On a eu la responsabilité, sans doute, de pas être assez audible lors de la dernière campagne présidentielle. Il faut en tirer les leçons. Ça veut dire que la prochaine, il faut l'aborder un peu différemment. Les primaires, tout ça, c'est sans intérêt. Enfin voilà, on est dans cette situation-là. Donc il n'y aura plus de primaire à droite. À nous de reconstruire un projet. Vous savez, si les Français nous regardent à l'Assemblée nationale, on exprime semaine après semaine, texte après texte, une vision extrêmement cohérente pour ce pays. Prise de position extrêmement importante, symbolique hier, le président LR du Sénat, M. Larcher, qui s'est opposé à l'inscription dans la Constitution de l'interdiction de l'IVG. Ça a été fait aux États-Unis, et pour rappeler les choses, c'est dans ce sillage que c'est venu en France, puisque aux États-Unis, la Cour suprême a cassé un arrêt historique sur le sujet. En fait, les parlementaires, pour beaucoup, ont estimé que le risque existait toujours par définition. M. Larcher, lui, dit non, et je le cite, la loi fondamentale, ce n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Est-ce que la phrase n'est pas un peu maladroite ? Alors, sur la vocation de la Constitution, non, sa phrase est pas maladroite. Je rappelle que Simone Veil elle-même était contre l'institution de l'IVG dans la Constitution. Donc le débat, il est quand même un peu plus subtil qu'il y paraît. Nous, on veillera à une chose, c'est que soit respecté l'esprit de ce qu'était la loi de 1975 de Simone Veil. Cette loi, elle prévoyait un équilibre entre la liberté de la femme à procéder à l'interruption volontaire de grossesse, mais aussi le respect de la vie de l'enfant à naître. Et c'est cet équilibre qui était au cœur de la loi Veil. Toute l'intelligence du texte de Simone Veil, je relis chaque année son discours, c'est un discours le plus intelligent qu'on ait prononcé à l'Assemblée nationale, c'était de maintenir cet équilibre. Et ce qu'on ne veut pas, à l'occasion d'une modification de la Constitution, c'est qu'on casse totalement cet équilibre. Donc tous les Républicains sont alignés sur cette le maintenir. Version. Depuis 1975, depuis ce sujet-là, on pratique la liberté de vote, la liberté de conscience sur tous les sujets éthiques. Voilà, mais je pense qu'on est par contre tous d'accord pour dire qu'il faut maintenir cet équilibre et que ça ne doit pas être l'occasion d'écraser, que la liberté, si elle doit s'inscrire dans la Constitution, de procéder à l'IVG, ne doit pas être l'occasion d'écraser tous les autres droits. Un dernier mot, Monsieur Marleix, vous avez peut-être entendu la liste pour les Oscars. Il y a un film français qui s'appelle Anatomie d'une chute, qui est nommé 5 fois. Malgré le fait qu'il n'a pas été choisi par le CNC. Le CNC qui le remercie, qui le félicite dans un message, rappelant qu'il a des fonds du CNC. Tout cela fait suite à un discours de Justine Triet au moment de la Palme d'Or. Est-ce que vous trouvez cela dommage ou est-ce que ça ne vous regarde pas ? Écoutez, je n'ai pas de compétences particulières sur ce que fait le CNC. C'est un très beau film, tourné en Maurienne, je crois. Et voilà, ceux qui ne l'ont pas encore vu peuvent le découvrir avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci Olivier Marleix d'avoir été avec nous ce matin en direct.